l'objectif du webinaire. Donc, on va aborder ensemble une méthodologie claire en 7 étapes pour vous permettre d'auditer vos systèmes d'IA en lien avec l'IA Act. Donc, l'idée est que vous repartiez avec des outils concrets et applicables immédiatement. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait bien savoir où vous en êtes un peu dans votre mise en conformité. Donc, je vous envoie dans le chat. Hop, ça c'est mal copié-collé, mais une petite question. Donc, n'hésitez pas à indiquer le numéro qui correspond le mieux à votre situation. Ça va nous permettre aussi de pouvoir ajuster, adapter notre intervention. Et bien entendu, si vous avez des questions au fil de la présentation, n'hésitez pas à la poser directement dans le chat. Hop. Donc, pourquoi ce webinaire? Donc, commençons rapidement par le contexte. L'IA Act est déjà entré en vigueur, comme vous le savez sans doute, en août 2024, et il s'agit de la première réglementation mondiale dédiée au système d'intelligence artificielle. Donc, les premières obligations, notamment celles concernant les systèmes à haut risque, on y reviendra par la suite, sont entrées en vigueur dès février 2025. Et les sanctions sont particulièrement dissuasives. On est jusqu'à des sanctions qui peuvent arriver jusqu'à 35 millions d'euros au global ou 7% du chiffre d'affaires annuel. Ce que ça change concrètement pour vous, c'est que le DPO, ou la fonction de conformité dans son ensemble, devient un acteur central dans la gouvernance des systèmes IA. Donc, il ne s'agit plus uniquement de données personnelles, mais bien de modèles algorithmiques avec des enjeux de transparence, de supervision humaine et de documentation. Donc, cela suppose forcément de nouvelles compétences, une nouvelle posture et une montée en responsabilité importante. Donc, ce que vous allez gagner aujourd'hui, c'est tout simplement l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire gagner du temps et de la clarté méthodologique sans rentrer dans un jargon qui peut être un peu trop technique. Donc, l'idée à la fin, c'est que vous repartiez avec une méthodologie claire en 7 étapes pour auditer vos systèmes IA avec un cas concret que Guillaume va présenter pas à pas pour bien illustrer l'application de la méthode. On vous enverra également des outils prêts à l'emploi, registre IA, matrice de risque, checklist de conformité. Et on vous présentera aussi une offre qu'on propose actuellement à nos clients pour celles et ceux qui souhaitent initier leur conformité en 15 jours. Donc, avant de détailler cette méthodologie, voyons ensemble comment l'IA Act redéfinit le rôle du DPO et les nouvelles responsabilités qui en découlent. Donc, l'IA Act vient profondément transformer le rôle du DPO. On passe d'un périmètre centré sur les données personnelles à une logique beaucoup plus large, celle de la gouvernance des systèmes IA. Donc, concrètement, les nouvelles responsabilités, elles incluent quoi? Elles incluent, premièrement, de pouvoir cartographier tous les systèmes d'IA, donc qu'ils soient développés en interne ou achetés auprès de fournisseurs externes. Ça, c'est un point qui est assez important. Il s'agit également de pouvoir classer chaque IA selon son niveau de risque, donc inacceptable, haut risque, transparence minimale. On y reviendra par la suite. Consiste à superviser les diagnostics des systèmes à haut risque, donc en veillant à la conformité avec les articles 8 à 15 du règlement. Il s'agit également de pouvoir contrôler la documentation, donc tout ce qui est registre des systèmes IA, documentation technique, journal d'activité, etc. D'avoir une posture de pouvoir sensibiliser également les équipes métiers, IT et data à toutes ces nouvelles exigences. Et pour finir, le DPO devient un conseiller de la direction générale sur tout ce qui est implication stratégique et réglementaire des projets IA. Donc le DPO, comme vous vous en doutez, ne peut plus être en bout de chaîne. Il devient un acteur structurant à l'intersection des équipes métiers, data et juridique. Alors ce rôle peut paraître un peu intimidant, mais il offre aussi une vraie opportunité de devenir le référent stratégique IA éthique de l'organisation. Guillaume, tu me dis s'il y a des questions au fur et à mesure, parce que je n'ai pas de vue sur le chat. Hein. Ouais. Donc, rentrons dans le cœur du sujet. Donc, qu'entend-on vraiment par IA? Alors, l'IA Act propose une définition qui, je pense, si vous l'avez lu, est volontairement assez large. Je vais tenter de vous la dire en une seule phrase, qu'elle est quand même assez longue.
Donc, selon l'IA Act, l'IA, c'est un système basé sur une machine qui est conçue pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut faire preuve d'adaptabilité après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir de données qu'il reçoit comment générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer des environnements physiques ou virtuels. Donc c'est une définition qui peut paraître un peu floue. Elle englobe aussi bien un modèle de deep learning, donc un modèle qui est assez complexe, qu'un système plus simple basé sur des règles. Alors moi, ce que je vous propose, c'est plutôt une définition un peu plus simple de ce que c'est que l'IA. L'IA, si vous voulez, c'est un système qui apprend à partir de données, donc de données qu'on va lui mettre en entrée pour pouvoir prédire une sortie de façon automatisée. Donc la prédiction peut être une décision, une recommandation, une action. Comment fonctionne une IA? Donc une IA, donc il y a plusieurs typologies d'IA, mais dans sa version la plus classique, ce qu'on appelle le machine learning, l'IA, en fait, ça fonctionne comme un cycle d'apprentissage qui va être supervisé et qui se décompose en 4 grandes étapes. La première étape, c'est la collecte et la préparation des données. Donc, au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter notre modèle avec des exemples, ce qu'on appelle des données d'entraînement. Donc, par exemple, je prends cet exemple-là parce que ça sera l'exemple que Guillaume va utiliser pour vous présenter notre méthodologie en 7 étapes. On peut lui donner à un modèle des CV, par exemple, des CV de candidats pour un département RH, et à la fin, un classement. Est-ce que le CV pour un poste donné a été accepté ou refusé? Donc, on va fournir au modèle des données avec l'output, le résultat attendu. Ensuite, on rentre dans la deuxième phase qui est l'entraînement du modèle. Donc, le système, en fait, il va apprendre à associer les entrées, donc les CV, aux sorties, les décisions, acceptées ou refusées. Et en fait, une IA, comment ça fonctionne? Il faut le voir, en fait, comme un ensemble de paramètres. Donc une IA, c'est un ensemble de paramètres, où, en fait, on va chercher à minimiser la prédiction que fait l'IA et la réalité. Et en fait, l'IA, elle va faire quoi? Elle va itérer, elle va ajuster ces différents paramètres pour essayer de minimiser l'écart entre la prédiction et la réalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cycle d'entraînement du modèle. Le modèle va itérer, va itérer, va itérer, va ajuster les paramètres pour à la fin avoir une prédiction qui se rapproche le plus de la réalité. Et c'est ce qu'on veut. On veut que quand on entraîne une IA, notre modèle soit capable de prédire au mieux la réalité. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a entraîné notre modèle, l'idée, c'est de pouvoir valider. Est-ce que notre modèle, il marche bien? Donc, on va tester notre modèle sur des données qu'il n'a jamais vues, ce qu'on appelle des données de test. Donc, on va se baser sur différentes métriques. Je ne vais pas rentrer dans le jargon technique, mais je pourrais citer la précision, le taux d'erreur, la robustesse. Et en fait, ces métriques vont pouvoir nous permettre d'apprécier est-ce que notre modèle permet de prédire correctement sur des données qu'il ne connaît pas. On va également, lors de cette période de test, chercher à détecter d'éventuelles dérives ou des comportements inattendus. Et enfin, la dernière étape, c'est la mise en production. Donc là, le modèle va être utilisé en réel et souvent en continu. Peut-être dans votre organisation, vous avez un chatbot interne ou un chatbot client. Donc ça, c'est une IA qui est en continu, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui, du coup, permet d'interagir automatiquement avec vos collaborateurs ou vos clients. Il faut noter, et c'est assez important, surtout dans votre situation, que toutes les actions qui sont menées par l'IA sont souvent documentées. En langage technique, on parle de log. Donc en fait, un log, c'est quoi? C'est un journal qui permet de tracer toutes les décisions qui ont été prises par l'IA. Donc ça, c'est assez important et on y reviendra. Bon, maintenant qu'on a dit ça, quelles sont les grandes familles de l'IA?
Donc, on peut distinguer 5 grandes familles de systèmes d'IA qu'on retrouve dans la majorité des organisations. Alors même des fois on les appelle pas des IA, mais ça rentre dans le champ de l'IA dans le cas de l'IA-Act. Donc première grande famille, c'est la computer vision. Donc la computer vision, c'est une IA qui va interpréter des images ou des vidéos. Donc on la retrouve dans des cas très concrets, comme par exemple le contrôle qualité sur chaîne de production, la reconnaissance faciale, on en a pas mal parlé dans l'actualité, ou encore la lecture automatique de factures. Quand on va lire des IA qui lisent automatiquement des factures, des PDF, par exemple, c'est une IA qui a été entraînée pour récupérer des informations contenues dans les factures. Le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC, par exemple. Deuxième grande famille, tout ce qu'on appelle le NLP. Donc le NLP, c'est le traitement du langage naturel. Donc là, il s'agit de systèmes capables de lire, comprendre, analyser ou générer du texte. Donc, je vous ai cité tout à l'heure le chatbot. Donc ça, le chatbot, c'est souvent du NLP. Ou un outil qui analyse automatiquement des contrats juridiques. Dès qu'il y a du texte, en fait, dès qu'on a une IA qui analyse du texte, ça rentre dans le cadre du NLP. Ensuite, troisième grande famille, tout ce qui est IA générative. Donc ça, on en parle beaucoup en ce moment, notamment avec ChatGPT développé par OpenAI. On pourrait aussi citer, pour être un peu plus chauvin, Mistral AI, qui est une entreprise française. Donc ça, l'IA générative, c'est une IA qui crée du contenu à partir de prompts. Donc à partir de données d'entraînement. Quand on dit un prompt sur ChatGPT, c'est du texte qui est rentré par un utilisateur et qui va servir de moteur à l'IA pour générer une réponse. Donc l'IA générative, elle est utilisée pour rédiger du texte, générer des images, résumer des documents ou même créer des vidéos. La quatrième grande famille, c'est ce qu'on appelle les systèmes séquentiels. Donc les systèmes séquentiels, c'est des IA qui traitent des événements qui se passent dans le temps. Donc on la retrouve dans des cas comme la prévision logistique, le scoring RH pour anticiper un départ par exemple, la détection de fraude bancaire ou le monitoring de patients dans le secteur de la santé. Et pour finir, dernière grande famille, tout ce qu'on appelle les moteurs de recommandation. Donc ça, ce sont des systèmes qui optimisent un choix ou guident une action. Donc ils sont vraiment partout, les systèmes de recommandation. Souvent, d'ailleurs, quand on a un système de recommandation en interne dans son entreprise, on ne pense pas forcément à dire que c'est une IA. Et souvent, des fois, si vous vous adressez à votre département data, ils vont dire non, non, mais ça, c'est pas une IA, vous inquiétez pas, ça va pas être compris dans l'IA-Act. Et pourtant, si, c'est compris dans l'IA-Act. On le retrouve dans pas mal de cas de figure, des outils de matching candidat-offre, ou dans le département marketing, par exemple, tout ce qui est offres personnalisées. Donc, toutes les offres personnalisées qui sont envoyées à vos clients, généralement, se basent sur des moteurs de recommandation pour cibler au mieux la meilleure offre pour vos clients. Donc, tous ces cas de figure peuvent entrer dans le champ de l'IA-Act. Et une nouvelle fois, qu'ils soient développés en interne ou même achetés auprès d'un fournisseur. Donc, c'est ce qui rend cette réglementation de l'IA-Act aussi structurante et incontournable. Rentrons un peu plus dans le détail. Donc, dans l'IA-Act, l'un des grands principes de l'IA-Act, c'est une approche par les risques. Et en fait, tous les systèmes IA ne sont pas logés à la même enseigne. Et en fait, les obligations dépendent du niveau de risque qu'ils font peser sur les droits fondamentaux ou la sécurité des personnes. Donc cette approche, elle a été conçue non pas pour bloquer l'innovation, mais plutôt pour l'encadrer et éviter des usages qui vont un peu déborder. Donc rentrons un peu plus dans le détail. Le premier risque, c'est le risque inacceptable. Donc ce risque-là, il est encadré par l'article 5 de l'IA-Act, et ce sont vraiment les cas les plus graves. Donc ils sont strictement interdits, sauf rares exceptions, et il s'agit de systèmes qui manipulent, discriminent ou violent les droits fondamentaux. Alors on pourrait citer en exemple des systèmes de notation sociale,
ce qu'on peut voir par exemple dans le modèle chinois où ils vont noter en fait les concitoyens. Tout ce qui est donc ça c'est interdit bien entendu dans l'IA Act. Tout ce qui est exploitation des vulnérabilités, donc tout ce qui touche aux enfants ou au handicap, tout ce qui est détection d'émotions en entreprise ou en école, et je pourrais aussi citer tout ce qui est reconnaissance biométrique à distance en temps réel dans les lieux publics. Donc ça, une IA si vous avez une IA qui rentre dans ce cadre de risque, bien entendu, il faut la retirer immédiatement ou la signaler si c'est utilisé par un de vos fournisseurs. Ensuite, il y a tout ce qui est risque élevé, donc ce qu'on appelle les hauts risques. Donc ça, ces hauts risques qui sont soumis aux obligations renforcées. Donc ça, c'est les articles 6 à 15 de l'IA Act. Et ce sont vraiment les cas centraux du règlement. Et en fait, il y a vraiment 2 critères pour qu'une IA soit classée dans ce risque. Donc il faut que l'IA soit utilisée dans un secteur critique qui est listé dans l'annexe 3 de l'IA Act. Donc je pourrais citer l'emploi, l'éducation, le crédit, la justice, etc. Ou si le système est intégré dans un produit déjà réglementé par l'Union européenne. Exemple, tout ce qui est dispositifs médicaux. Donc là, quelques exemples. On pourrait citer le scoring de crédit, la sélection automatisée de candidats. Donc ça sera vraiment l'exemple central qu'on va utiliser, que Guillaume va utiliser pour vous expliquer notre méthodologie. Et je pourrais aussi citer la surveillance d'infrastructures critiques. Donc là, dans ce cas-là, et on y reviendra également par la suite, il faut mettre en place un audit, une documentation, il faut analyser les logs, il faut avoir une supervision humaine, il faut faire des tests de robustesse. Tout ça, ce sont des actions qui sont obligatoires. Troisième niveau de risque, tout ce qu'on appelle les risques de transparence. Donc ça, c'est régi par l'article 52, et on est dans le cas des obligations qui sont un peu plus limitées. Donc là, dans ce cadre-là, dans ces risques-là, on va retrouver des IA qui interagissent avec des humains, donc sans prendre de décision directe, mais pour lequel une transparence minimale est exigée. Donc je pourrais citer par exemple un chatbot, qui interagit directement avec vos clients, ou tout ce qui est générateur de contenu. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut informer clairement l'utilisateur qu'il interagit avec une IA, ou que le contenu a été généré par une IA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important de faire. Et ensuite, le dernier risque, le risque minimal. Alors là, il n'y a pas d'obligation particulière. Donc c'est vraiment tous les autres systèmes d'IA qui sont considérés comme non sensibles ou faiblement impactants. Donc on pourrait citer par exemple des IA de recommandation qui sont non déterminantes, ou des outils internes d'optimisation qui sont non liés à des droits fondamentaux. Donc, une IA qui rentre dans ce risque-là, il n'y a aucune obligation réglementaire qui est directe. Maintenant, vous allez me poser la question, comment classer un système d'IA dans la bonne catégorie? Donc la classification se fait selon plusieurs critères. Donc premièrement, la finalité du système. À quoi sert le système? Quel est son domaine d'usage? Dans quoi on l'utilise? Quelles sont les données qui sont traitées? Le niveau d'automatisation de la décision, comment on automatise l'output, comment est automatisée la décision, quel est le public concerné, est-ce que le public est vulnérable ou non, et pour finir, le niveau d'impact potentiel que ça a. Donc, bien entendu, on vous a préparé, et on vous enverra, je pense, la semaine prochaine par email, une matrice d'analyse pour vous aider à le faire de manière structurée. Alors peut-être avant de passer la parole à Guillaume, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, ou s'il n'y en a pas, écoutez, n'hésitez pas à en poser. Hop, il n'y a pas de questions. Guillaume, je te propose de prendre la parole. Hop. Avec plaisir. Merci Boris. Donc,
après cette introduction très claire de Boris, c'était très bien que tu puisses revenir sur le détail des différents niveaux d'IA. Pareil, l'opération des même un tournant. Guillaume, je me permets de t'interrompre. Enfin, du moins de mon côté, j'ai un peu du mal à t'entendre. Je sais pas si ça vient que de moi ou pas. Ah, je ne sais pas. Ouais, là, c'est bon, Ah, c'est revenu. Pardon. ok. Donc, la question maintenant, c'est comment s'y prendre de manière très concrète. Donc, comme Boris l'a dit, on va pas rester dans le superficiel et on va rentrer directement dans un exemple très concret. Alors, ça saccade. Ah ouais, j'en suis désolé. Je ne sais pas s'il y a des problèmes réseau ou pas. Euh, donc, donc pour commencer ce travail de structuration de votre côté, la première chose qu'on va supposer, c'est que vous avez déjà fait un exercice d'identité interlocuteur et vous tournez. Donc la data, l'IT, les métiers, etc. C'est ça parce que il y a encore beaucoup d'organisations dans lesquelles de centrales. Donc c'est pas forcément évident pour toutes les organisations et tous les DPO de savoir vraiment s'il y a un seul interlocuteur privilégié ou plusieurs. Voilà. Donc tu peux passer à la de manière structurée, je vous présente donc la méthode en 7 étapes. Voir ça, à travers un pas sorti du chapeau, hein, qui sera un exemple avec un vrai algorithme, une vraie approche pour montrer comment procéder en fait et les niveaux de complexité pour vous DPO, c'est-à-dire que c'est la réglementation juridique, comprendre des IA et comment elles fonctionnent, c'est compliqué. Donc la première étape à faire, c'est cartographier les systèmes existants en développement dans votre organisation. Après, bien sûr, ça va être votre interlocuteur. Guillaume, je me permets une nouvelle fois de te couper, mais je pense du moins, moi, c'est vraiment saccadé. J'ai l'impression que quand tu t'éloignes un peu de l'écran, on t'entend un peu moins. Ah, Je sais bah, pas si ça vient. Je suis désolé. est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, donc identifier les interlocuteurs vers lesquels vous tournez pour euh, recenser les IA existantes, les cas d'usage afférents, euh, et test ou en production, et aussi de c'est le cas IA qui sont développés en interne versus celles qui ont été développées par des externes. La question, ça va être de savoir si vous êtes propriétaire ou non de cette propriété de votre organisation du algorithme, hein, et de toute la démarche et de toute la documentation. Il y a un autre cas qui va exister aussi, c'est les plateformes ou outils tiers. Et clairement, vous avez tout à l'heure, Boris, par exemple, offre, par exemple. Est-ce que c'est un système chez vous de votre organisation qui produit le résultat ou est-ce que votre système va interroger un système tiers qui va vous permettre de produire le résultat au client ou au prospect? Et là, la complexité, en fait, c'est-à-dire qu'il va falloir vous tourner vers ce tiers pour avoir accès à un certain nombre d'informations concernant l'algorithme, hein, et les différentes couches de robustesse, de validation, de transparence, etc., qui ont été présentées en détail par Boris. Donc vous voyez, il y a différentes briques de différents niveaux de complexité. Donc dans les informations à collecter au niveau à l'étape de la cartographie, euh, ça peut être fastidieux. Bien sûr, alors le nom du système, le fournisseur, ça c'est une chose. Le contrat, quand il existe, parce que c'est un système externe, bien sûr. Le sujet est véritablement la documentation, récupérer la documentation de l'IA, des finalités et des cas d'usage de mise en application. Sur quel périmètre
a été développé et mis en production cette IA, et le type d'IA qui est utilisé. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est exactement ce que Boris décrivait, c'est est-ce que ça utilise des règles simples de si c'est un homme, alors on fait ça, si c'est une femme, alors on fait ça. Est-ce que ce sont des modèles apprenants, donc le machine learning, est-ce que ce sont des modèles d'analyse du langage comme le NLP, et etc., etc. Et donc, ces différents types d'IA là vont déjà pouvoir vous orienter dans une analyse du risque potentiel qui est porté de manière très très évidente. Il faut réussir déjà à récupérer toutes ces informations-là des personnes ou des équipes qui ont documenté tout ça. Alors, intuitivement, on va se tourner vers la gouvernance de la donnée qui, a priori, et puis aussi avec les registres, c'est là où on peut peut-être remonter le RGPD, c'est que normalement, vous avez euh, déjà à disposition ce travail en fait, de documentation des modèles, en tout cas des cas d'usage, pardon, qui sont déployés dans l'organisation et des données qui sont utilisées. Donc, ça, côté data governance, à travers le catalogue des données. Généralement, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a très très peu d'organisations, sauf des organisations typées start-up qui sont vraiment dans la tech et vraiment dans cette démarche-là, by design, qui vont documenter de manière fine et précise leurs modèles, donc leurs IA. Hein. Donc, ce qu'on va faire traditionnellement dans une organisation, c'est la documentation des données et des usages. Mais le modèle qui est central va être peu, voire pas du tout documenté. Hein. Et enfin, la dernière question qu'il va falloir se poser, c'est quels sont les utilisateurs cibles? Est-ce que c'est de l'interne, typiquement le chatbot dont parlait Boris, ou des externes? Tu peux passer à l'étape d'après, Boris. Donc, ici, on imagine, imaginons une entreprise où on a cartographié différentes IA. Alors, c'est une entreprise un peu spéciale, hein, puisqu'on aurait un classificateur de CV, un chatbot interne pour les RH, un algorithme troisième d'optimisation de tournée de livraison, donc de la pure logistique, d'accord. Ensuite, du scoring crédit, donc un moteur d'octroi. Voilà. Et enfin, détection d'émotion par caméra. Bon, sans rentrer dans le détail de chacun de ces systèmes d'IA, on retrouve hein, les niveaux de risque que Boris a décrit précédemment, entre un niveau de risque qui est typé transparence pour le chatbot interne, parce que voilà, il ne produit aucune recommandation, aucune personnalisée véritablement, une optimisation pure va être typé un risque minimal. La détection d'émotions en temps réel, là, sera classée comme un risque inacceptable. Donc, au besoin, il faut reprendre le modèle l'IA pour que ce soit, pour la faire correspondre et baisser son niveau de risque, ou sinon la supprimer. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête sur un exemple très concret qui est le premier, qui est un classificateur de CV. Tu peux passer à la slide suivante, Boris, s'il te plaît, qui va être utilisé par les RH. Alors, je n'ai pas pris un exemple un peu au pif et c'est pas un modèle sorti du chapeau. Le classificateur que je vous propose d'étudier là, c'est un vrai classificateur tel qu'il est véritablement construit de manière traditionnelle. Alors, je l'ai simplifié pour vous. Et là, le but, c'est qu'on identifie le niveau de risque. Un classificateur, il est généralement fait de deux couches. Une première couche qui est l'application de règles strictes. Donc, s'il y a telle information, alors on va appliquer tel résultat, sinon on va faire autre chose. Voilà. Et la deuxième couche, ça va être un modèle prédictif. Donc, comme l'a dit Boris tout à l'heure, les modèles prédictifs sont entraînés sur des jeux de données, donc là en l'occurrence des CV. Quand on lui donne un CV en entrée, le modèle prédictif va générer un résultat. Donc là, on a déjà deux objets différents. La difficulté dans votre travail, c'est de réussir à accéder à la documentation de ce modèle hein, et d'identifier le fait qu'il y a deux objets différents et de comprendre comment les deux fonctionnent. Donc bien sûr, hein, en tant que DPO, votre meilleur ami, là en l'occurrence, ce sera l'équipe data, si c'est eux qui ont développé ou piloté le développement du modèle.
il faut, bien sûr, les règles, c'est comme ceux d'une voiture autonome, hein, ou des voitures qu'on a aujourd'hui qui détectent par capteur la présence de deux lignes blanches sur la route et vous avez la voiture qui revient automatiquement entre les deux lignes blanches dès que vous déviez un petit peu. C'est aussi simple que ça. Et là, en l'occurrence, ça peut être des choses très basiques comme les RH cherchent à recruter un comptable et arrive un CV de quelqu'un qui n'a fait que de la plomberie dans sa vie. Bon, bah, si le mot comptabilité n'apparaît pas dans le CV sera exclu de la sélection. Bon, voilà. Mais il peut y avoir des règles beaucoup plus poussées et peut-être plus fines qu'il va falloir étudier, à minima pour s'assurer de leur bien fondé et de leur documentation, s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination de genre, peut-être ethnique, peut-être sur, je sais pas, l'âge, hein, etc. Maintenant, le modèle prédictif, lui, il est beaucoup plus compliqué à analyser et à comprendre. Ce qu'il faut, c'est obtenir la documentation qui a été normalement rédigée pendant le développement et la validation du modèle. Je dis normalement parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a très peu d'organisations qui le font. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir se focaliser, vous, de votre côté. Et on va pouvoir voir sur la slide d'après que on va, selon le type de modèle, on va pouvoir estimer comment le risque est géré et finalement le niveau de classification qui en découle. Vas-y, Boris. Merci. Donc, vous, à ce stade-là, en fait, vous avez cartographié des cas d'usage. Vous en avez sélectionné un qui vous a paru particulièrement sensible parce que vous avez identifié qu'il y avait du machine learning, une sélection, en fait, une recommandation, donc une personnalisation à partir de critères qui peuvent être sensibles, hein, comme les données sur un CV. Donc déjà, pour vous, c'est classifié à un niveau de risque élevé. L'étape suivante consiste à analyser comment votre organisation gère ces risques. Donc, très clairement, c'est un travail qui, je le pense, est nouveau dans beaucoup d'entreprises, d'avoir une gouvernance des risques associés aux modèles qui sont produits. Que ce soit des modèles très simples liés à des règles de si on a ça, on fait telle chose, à des modèles beaucoup plus poussés par machine learning ou autre approche d'apprentissage. Donc, vous, ce que vous allez chercher ou ce que vous allez demander à obtenir, ça va être une documentation au sens large, tant sur les responsabilités, hein, de qui a développé, qui supervise, qui valide l'IA, qui vérifie qu'il n'y a pas de biais et de dérive, que sur les données qui ont servi à l'apprentissage, les données qui ont servi à la validation, au test et à la validation, et les règles écrites. En effet, hein, si on prend le cas d'un CV, si on prend le cas de notre classificateur de CV, si on l'apprend que sur une population de jeunes entre 25 et 35 ans, un CV de quelqu'un, d'un candidat qui a 50 ans qui postule pour le poste, a de très grandes chances d'être exclu. Et si ça a été que des hommes, une femme sera exclue, par exemple, parce que le modèle n'aura pas appris ces schémas-là, en fait. Donc, il faut pouvoir rentrer dans le détail. Ce qui fait que j'en arrive à cette brique qui est complexe parce que peu utilisée encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité de l'algorithme. C'est un point qui est soulevé déjà par le RGPD, souvent qui a été trop complexe à mettre en œuvre par les organisations, donc un petit peu mis de côté au sens algorithmique. Mais l'explicabilité, c'est une couche algorithmique qu'on va rajouter sur l'IA qui va permettre de déplier le résultat, hein. Un modèle apprenant ne fournit que des probabilités. Donc il faut réussir à comprendre, déplier comment on en arrive là, en fait. Ensuite, gérer vos risques, les évaluer, c'est s'assurer qu'il y a une validation humaine par des opérateurs et pas par une machine.
Et ça paraît peut-être bête, mais on peut, dans la data, faire valider des modèles par des machines et ne se fier qu'à ça. Bon, c'est pas possible. Euh, et c'est là où on va s'intéresser à un dernier point qui est celui de la dérive du modèle. Est-ce que le modèle va continuer de prédire de manière homogène des résultats dans le temps, ou est-ce que petit à petit, en fonction des données qui lui sont, par exemple des CV année après année qui lui sont donnés à analyser, est-ce que petit à petit le modèle se met à fournir des résultats qui sont complètement inattendus, ou en tout cas inattendus par rapport à ce qu'il avait appris initialement et à ce qui avait été validé. L'étape 4, merci Boris. L'étape 4, voilà, merci. Donc, je suis rentré, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais dans la slide précédente, dans l'étape 3. Mais ici, il y a vraiment de votre côté tout un travail à faire sur la documentation qui va vous être fournie, que vous allez essayer de récupérer. Euh, il y a de très grandes chances que de votre côté, ça demande de votre part d'initier une nouvelle dynamique dans l'entreprise. Une nouvelle dynamique parce que, comme je disais tout à l'heure, ce sont des pratiques qui sont peu courantes du côté des équipes data ou même IT, de documenter à ce point-là les modèles. Et donc, vous, votre travail va être de vous assurer que la documentation, elle est nécessaire et suffisante hein, pour être conforme par rapport à cet IA Act. Donc, ce qui va demander, bien sûr, de votre côté, d'aller solliciter les équipes en face, et particulièrement la data, pour s'aligner sur une nouvelle pratique. Donc, il y a vraiment quelque chose de structurant hein, autour de cette mise en place de la gouvernance dont le DPO devient le véritable chef d'orchestre dans l'entreprise. Hein. C'est un changement de paradigme que moi, je trouve passionnant et malgré les défis que cela représente. Donc, dans cette documentation, vous allez attendre, c'est une description fonctionnelle du système. Ça paraît bête, mais on ne l'a pas toujours. Est-ce qu'elle répond suffisamment à tous les critères qui sont attendus? Les spécifications des données utilisées, donc là, votre meilleur ami, c'est la data gouvernance et le catalogue. Est-ce que ce catalogue est rempli? Est-ce que la gouvernance de la data gouvernance est véritablement déployée au sein de l'entreprise et de manière suffisante, nécessaire et suffisante, avec les responsabilités qui vont avec? Donc ça, c'est un gros sujet. Hein. Le data governance, c'est souvent le parent pauvre de la data. Euh, Quelles sont les performances et les limites du modèle? Donc là encore, on revient hein, sur cette documentation de comment le modèle a été validé, qu'il soit purement simple, mathématique comme une optimisation ou très complexe comme de la recommandation. Dans tous les cas, il faut pouvoir le valider et comprendre cette mesure de performance et l'identification des limites, c'est-à-dire dans quelles limites le modèle ne fonctionne plus. Et enfin, la gouvernance et la surveillance humaine, quelles sont les mesures mises en place? La régularité, est-ce que le modèle est réappris ou non? Voilà, est-ce qu'il y a une surveillance qui est, une détection qui est automatisée et un humain, un opérateur reprend la main ou pas? Voilà. L'étape 5, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. L'étape 5, la journalisation. Donc ça, Boris on a déjà parlé dans l'introduction. Le modèle, quand il tourne sur vos systèmes, va, à partir de données qui lui arrivent en entrée, comme du fuel, va générer des résultats. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'il y a ce qu'on appelle une journalisation, donc un journal des événements générés par cette IA. Là encore, c'est quelque chose qui est très très peu fait par les équipes data. C'est pas dans les pratiques des équipes data. Et ça nécessite, là pour le coup, un autre acteur dans ce scope, c'est l'IT. C'est-à-dire que là, il faut journaliser, donc enregistrer les événements que subit et que génère l'IA à chaque fois qu'elle est sollicitée. Donc l'IT ici vient un vrai partenaire parce qu'il va falloir mettre en place ce système-là pour stocker ce journal et pouvoir y avoir accès. Et de manière sécurisée, bien sûr. Et quels sont les délais de conservation, etc., etc. L'objectif, hein, c'est de pouvoir, bien sûr, répondre aux obligations réglementaires, mais surtout de pouvoir détecter
tout biais ou toute dérive ou erreur qui peut se produire, hein. C'est ça qui permet en fait de remonter à la source des erreurs avec bien sûr un souci de transparence. Donc l'objectif, hein, c'est la traçabilité et votre capacité ou la capacité des équipes à venir détecter à quel moment une erreur s'est produite, pour quelle raison, et donc ensuite pouvoir se tourner vers le modèle en tant que tel. Ça vaut aussi, je vous ai mis une petite note en dessous, ça vaut aussi pour les modèles, hein, qui sont les IA qui sont achetés clé en main, par exemple par un partenaire. Euh, Là, c'est pareil, en fait, il va falloir se tourner vers le provider pour obtenir les moyens ou le journal, les moyens de mettre le journal en place ou le journal en tant que tel. Étape 6, transparence et supervision humaine. Donc ça, voilà, on l'a compris, hein, il y a un moment, en fait, l'IA, et ça rejoint d'ailleurs, ça va plus loin que le RGPD, moi je trouve ça particulièrement intéressant, c'est comment on met en place un moyen pour l'utilisateur d'interagir, de comprendre et d'arrêter au besoin le système d'IA. Là, très clairement, alors bien sûr, il va y avoir des boutons, peut-être pour arrêter, des commentaires pour bien spécifier à l'utilisateur, comme sur ChatGPT, qu'il faut vérifier tous les résultats, que l'IA n'est pas véritablement intelligente au sens humain, etc. Mais derrière tout ça, il faut réussir à aller un petit peu plus loin. Et c'est justement à travers les couches d'explicabilité dont je vous parlais tout à l'heure que vous allez être capable votre organisation va être capable de mettre en place un mécanisme de supervision, c'est-à-dire cet algorithme d'explicabilité va pouvoir vous expliquer un résultat produit. Donc, mon utilisateur, je suis l'IA, l'utilisateur m'a donné telle et telle information. Voici tout ce que j'ai appris. En fonction de chacune de ces informations, voici l'arbre que j'ai suivi, pas à pas, à partir de ce que j'ai appris et des données qui m'ont été fournies. Voilà. Et donc c'est là, ça, vous devez être capable de le produire à l'utilisateur s'il le demande, c'est-à-dire expliquer, hein, c'est comme avec le RGPD quelque part, mais ça va plus loin ici, hein, pour le coup. Et pourquoi pas moi c'est ma conviction, carrément de l'afficher, dans un souci véritablement de transparence. Ce qui permet bien sûr à l'utilisateur de mieux comprendre ce qui se passe et de savoir s'il est d'accord ou pas et de comprendre les limites. Enfin, l'étape 7, la sécurité, cybersécurité et robustesse. Merci Boris. Alors là, quelque part, c'est rien de nouveau dans le sens où la cybersécurité, bien sûr, est votre meilleur allié. Généralement, dans les entreprises, la cybersécurité est à l'affût de tous ces modèles qui soient traditionnels, par exemple comme les régressions logistiques sur un moteur d'octroi pour du crédit à la consommation, ou très innovants comme des moteurs de recommandation ou l'IA générative, pardon. Dans tous les cas, la cybersécurité va à toutes ces procédures et va passer au crible le dispositif. Néanmoins, il y a des choses auxquelles il faut s'intéresser particulièrement. Bien sûr, vous, en tant que DPO, ce n'est pas véritablement votre sujet de mettre les mains là-dedans, mais il faut avoir la conscience de ces points-là et aller chercher à acculturer vos interlocuteurs, vos partenaires dans l'entreprise. N'importe quelle IA qui est mise à disposition va subir des attaques. C'est le jeu de tous les gens qui sont sur le web, qui vont chercher à déformer, on pourrait appeler ça comme ça, déformer l'IA. C'est comme ça que déformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA qui est mise en place a appris certaines choses, certains patterns de fonctionnement. Et au fur et à mesure qu'on interagit avec elle, l'IA va se transformer et petit à petit, en apprenant de ce qu'on lui donne en entrée, va déformer par exemple ses propos,
si on pense à ChatGPT. C'est pour ça que ChatGPT a une quantité de règles écrites manuellement qui est monstrueuse. Donc, c'est un moteur qui est appris par une machine et derrière, les humains et continuent régulièrement d'écrire énormément de règles. Le but étant d'éviter, pour OpenAI avec ChatGPT, d'éviter des travers qu'ont subi Microsoft et IBM en 2015-2016, des IA qui sont devenus, qui ont tenu se sont mis par elles-mêmes à tenir des propos racistes et nazis, et une autre qui classifiait une photo de chimpanzé comme et reconnaissait dessus Barack Obama. Voilà. Donc très clairement, en fait, c'est un terrain de jeu à chaque fois qu'il peut y avoir un moteur de recommandation, un petit complexe ou pas, c'est toujours un terrain de jeu en fait pour savoir s'il est possible ou pas de dégrader les performances. Donc ça, c'est des choses qui sont véritablement à surveiller de manière très attentive. Donc mettre en place les dispositifs pour cette surveillance. Voilà, c'est ça le point en fait. Donc avec les rapports qu'il faut, la documentation et vérifier toujours la robustesse du système. Et enfin, Ah, voilà. je vais aller trop vite. Voilà. Donc, on a passé en revue, merci Boris, on a passé en revue les 7 étapes. Je suis désolé, je suis allé un peu vite sur certaines parce que le temps file. Vous l'avez compris, toutes ces étapes dans la méthodologie d'analyse ne relèvent pas de la même difficulté pour l'organisation et pour vous. Très clairement, hein, la gestion des risques est de loin la tâche la plus compliquée parce qu'elle nécessite, elle requiert de la part de l'organisation différentes compétences et des pratiques qui ne sont généralement pas en place. Donc, ça va demander un travail à vos collègues et collaborateurs dans les autres directions nouveaux, des nouvelles habitudes, pour mettre en place une gouvernance où, là encore, c'est ma conviction, le DPO devient véritablement un chef d'orchestre d'un triptyque, à minima d'un triptyque qui va être la data, la cybersécurité, l'IT, et aussi, il ne faut pas l'oublier, les métiers, et s'assurer de ce que font les métiers. Voilà, c'est de manière très courte sur cette slide. Boris, je te passe la main. Ouais, merci beaucoup Guillaume pour la présentation. Je ne sais pas déjà si vous avez des questions sur ce qui a été dit. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et sinon, je vais conclure par ça. Donc, chez les idées, on a vraiment structuré 3 formats d'accompagnement, pensés vraiment pour s'adapter à votre niveau d'avancement. Donc, que vous soyez vraiment au tout début ou déjà en structuration avancée, l'idée, c'est vraiment la même, c'est vous faire gagner du temps, sécuriser votre démarche et vous transmettre une méthodologie robuste. Donc, on vous propose aujourd'hui 3 offres d'accompagnement. Donc, la première, elle s'adresse plutôt aux organisations qui débutent ou qui ont une vision un peu floue de leur système IA. Donc là, l'idée, c'est qu'en 15 jours, on va identifier ensemble les 3 à 5 cas d'usage les plus critiques. On va analyser les données, les méthodes utilisées, et on va aussi interroger vos différentes parties prenantes avec l'idée de vous remettre une feuille de route claire. Donc à la fin de notre intervention, vous repartez avec un registre structuré de vos IA et une priorisation des actions à mener. Donc là, on vous propose une offre spéciale webinaire, donc pour ceux qui ont été présents aujourd'hui. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Notre offre 2, donc ça c'est une offre qui est pensée plutôt pour les entreprises qui sont en phase intermédiaire, qui ont déjà repéré un système IA audité. Et là, du coup, l'idée, c'est qu'on intervienne pour appliquer notre méthode complète en cette étape sur ce cas critique. Donc cadrage, diagnostic, évaluation des écarts et recommandations. Donc à la fin, vous obtenez un diagnostic structuré, une fiche de conformité IA Act et une proposition du coup d'action concrète. Et dernière offre, donc là c'est plutôt une offre qui reste pour des structures qui sont avancées et qui ont déjà lancé leur démarche et qui ont plutôt besoin d'un appui opérationnel. Donc là l'idée c'est qu'on vous met à disposition un consultant qui pilote votre conformité IA Act, donc animation des ateliers, coordination
avec les différentes parties prenantes, supervision des livrables et un accompagnement de l'ensemble des équipes, donc des PO, IT et data. Donc ça, c'est une intervention qui est modulable selon vos besoins et avec un suivi continu ou hebdomadaire. Donc voilà, si une des softs vous intéresse, n'hésitez pas à nous On a, contacter. on a une question, Boris. Ah, Euh, Patrick pose la question sur l'offre de priorisation. Il y a ouais, en cours, concrètement, je lis la question, hein, je me permets, concrètement, comment se passe l'identification des cas d'usage prioritaires? Est-ce que vous partez d'un registre déjà existant ou bien vous aidez aussi à le construire de zéro? ok. Euh, alors, l'offre de priorisation IA, elle ne nécessite pas forcément d'avoir un registre structuré en amont. Alors, on peut partir de zéro, mais il est important de cadrer un minimum les choses dès le début. Donc, concrètement, on commence par une phase de cadrage rapide où l'on va cartographier les cas d'usage IA. euh, et ça, on va le faire à partir de vos projets en cours, de solutions déjà déployées, d'entretiens ciblés avec vos équipes métiers, IT, data. Euh, mais cela dit, si vous avez déjà une liste de systèmes IA ou une première cartographie, ça nous permet évidemment d'aller plus vite. Sinon, dans le temps imparti, c'est une intervention qu'on a cadrée sur 15 jours, on ne pourra pas tout traiter. Donc, si vous avez déjà une liste de cas d'usage, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Donc, l'idée vraiment, c'est de se concentrer sur 3 à 5 cas d'usage maximum, les plus critiques ou structurants pour vous. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va croiser ces cas avec les critères de risque du règlement de l'IA Act, donc finalité du système, population concernée, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps sans tout documenter dès le départ. Donc, mais vraiment en identifiant clairement les systèmes qui sont à auditer en priorité. Ouais, et si je peux me permettre, Boris, je rajouterais, je me permets, effectivement, sur cette approche, sur cette offre-là, la priorisation qu'on va faire va aussi consister euh, dans notre analyse des modèles d'IA, hein, et quelle que soit leur complexité, des règles, des régressions logistiques ou des choses beaucoup plus complexes. Donc l'expertise qu'on est capable de mettre en œuvre à partir de notre connaissance fine de tous ces modèles, qui vont nous permettre déjà d'identifier de manière rapide des niveaux que nous, on va estimer comme ça, qui vont vous permettre de prioriser dans quel ordre attaquer et classifier vos différentes IA. C'est un focus bien particulier sur les modèles et bien sûr la documentation, la gouvernance qui va derrière, mais être capable de lire avec un regard expert. Exactement. Et donc, vraiment, cette offre, pour conclure là-dessus, c'est vraiment une bonne manière pour vous d'enclencher la démarche, surtout quand on a peu de temps ou pas encore les ressources pour faire une cartographie exhaustive. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant de conclure. N'hésitez pas, hein, aussi, sinon n'hésitez pas à nous contacter, on pourra se faire un point et redescendre vos cas particuliers. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de conclure. Donc, si on résume un peu ce que vous avez à retenir, je pense que vous l'aurez compris, l'IAC est déjà en vigueur, hein. La mise en conformité, ça se joue maintenant, pas en 2026. Et vous, en tant que DPO, vous devenez un acteur central de la gouvernance IA. Donc, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que il existe une méthodologie claire, opérationnelle, en 7 étapes, que vous allez pouvoir adapter à votre organisation. Donc, vraiment, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai laissé mon email ici et on sera un plaisir de comprendre un peu mieux vos enjeux et de vous apporter la solution la plus adaptée. Mm. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.